Le 29 octobre 2025, il était exactement 7h47 du matin, heure de Paris. Un événement étrange venait de se produire derrière le soleil, hors de notre vue. J'étais là, à l'observatoire de Saint-Véran, perché dans les Alpes, scrutant le ciel avec mon télescope quand j'ai entendu parler de ce mystérieux objet, la comète interstellaire qu'ils appelaient Atlas III. Un visiteur venu de loin, plus vieux que notre système solaire lui-même, qui venait d'atteindre son périhélie, à 203 millions de kilomètres de notre étoile. Imaginez ça, un corps cosmique vieux de 10 milliards d'années, antérieur à notre Soleil, notre Terre, à tout ce que vous pouvez voir autour de vous. Et pourtant, ce caillou céleste, à peine 5 kilomètres de diamètre, venait de frôler notre étoile, et ce qu'il a fait ensuite m'a glacé le sang. Pendant 8 jours, il a disparu derrière le Soleil, invisible à nos télescopes terrestres, comme s'il jouait à cache-cache avec nous. Nos instruments les plus puissants n'y voyaient rien. Même le télescope spatial que nous utilisons ici, à Saint-Véran, était impuissant. Et pourtant, juste avant sa disparition, Atlas III a changé. Sa luminosité a explosé, devenant plus brillante que n'importe quelle comète naturelle que j'ai jamais vue. Et sa couleur? D'un bleu plus intense que le rayonnement solaire lui-même. Oui, vous avez bien entendu, plus bleu que le soleil. C'est comme si un glaçon géant se mettait à brûler plus fort qu'un feu de cheminée. Ce bleu m'a hanté toute la matinée. Comment un objet supposément gelé, à des centaines de degrés en dessous de la surface solaire, peut-il émettre une lumière plus chaude que le soleil? C'est un paradoxe qui défie toutes les lois de la physique que je connais. J'ai commencé à assembler les données, à contacter mes collègues à l'Institut d'astrophysique de Paris, à l'Observatoire de Meudon, et même à l'équipe du CNES. Tout le monde était perplexe. Les images du satellite Punch, prises le 30 octobre, montraient Atlas III réapparaissant derrière le Soleil, exactement là où il devait être, sur sa trajectoire prévue. Pas de manœuvre, pas de déviation. Mais il y avait un silence étrange autour des données venant de Mars. Le Mars Express avait survolé l'objet début octobre, mais les images haute résolution n'avaient jamais été rendues publiques. J'ai essayé d'en savoir plus, mais tout ce que j'ai reçu en retour, c'était du silence poli. Le même silence qui régnait au Purple Mountain Observatory en Chine, qui avait cessé de publier ses observations juste après le passage près de Mars, sous prétexte de mission lunaire. Sérieusement, leurs excuses me donnent envie de leur envoyer une baguette, pour qu'ils arrêtent de faire des tours de magie avec leurs données. Mais ce qui m'a vraiment troublé, c'est que même sans ces images de Mars, les anomalies s'accumulaient, une trajectoire parfaitement alignée avec le plan de l'écliptique, des jets de gaz dirigés vers le Soleil, une composition chimique bizarre avec une quantité de nickel industriel et presque pas de fer, et seulement 4% d'eau dans sa vapeur là où une comète normale en aurait presque 80%. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser, c'est quoi ce truc? Un fragment de planète? Un vestige d'un autre âge cosmique? Ou pire, une machine venue de très loin, conçue pour durer des milliards d'années? Je vous épargne les détails scientifiques, mais chaque anomalie avait une probabilité astronomiquement basse d'être naturelle. Une chance sur des trillions. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que nous sommes peut-être en train d'observer quelque chose d'inimaginable. Pendant que je notais tout ça, la nuit est tombée sur Saint-Véran. Le ciel était clair, les étoiles scintillaient, mais mon esprit était ailleurs. Atlas III continuait sa route, silencieux, mystérieux, presque vivant. Je me suis demandé si, quelque part là-haut, une intelligence ancienne regardait elle aussi, attendant que nous comprenions enfin ce que cette comète voulait nous dire. Alors, j'ai décidé que je ne lâcherais rien. Pas cette fois. Parce que dans l'ombre de ce bleu étrange, je sentais qu'un secret colossal se cachait. Et ce secret, il allait bien au-delà des étoiles que nous connaissons. Mais pour l'instant, tout ce que j'avais, c'était un ciel d'automne, un télescope, et cette comète qui brillait d'un bleu impossible. Alors, restez avec moi. La suite promet d'être explosive. Le lendemain matin, à la cafétéria de l'observatoire, je retrouvais Claire, ma collègue et amie depuis des années. Claire, avec ses longs cheveux châtain clair toujours impeccablement attachés en queue de cheval, portait ce jour-là une blouse blanche légèrement ouverte sur un pull en cachemire crème, assorti à ses bottines en cuir souple. Elle avait ce petit sourire en coin qui trahissait sa curiosité insatiable. « Alors, tu as réfléchi à cette fameuse comète bleue » me lança-t-elle en sirotant son café. Je lui racontai tout, les anomalies, les trajectoires, le nickel, l'eau presque inexistante, le jet vers le soleil, et surtout cette lumière bleue surnaturelle. Elle fronça les sourcils,
ajusta ses lunettes à monture fine et me dit, ça me rappelle un peu ces histoires d'ovnis à la sauce scientifique. Tu crois qu'on tient une preuve? Je lui répondis avec un sourire malicieux, si c'est une machine, elle est sacrément bien camouflée. Pas de manœuvre, pas de signaux? C'est comme un espion qui joue à cache-cache dans le système solaire. Nous décidâmes d'organiser une nuit d'observation spéciale, en espérant capter quelque chose d'inhabituel. Le ciel était clair, la Voie lactée scintillait comme un collier de diamants, et Atlas III se trouvait désormais à une distance où il pouvait être observé par des télescopes terrestres. Avec Claire, nous installâmes nos instruments sur la terrasse, entourés des pins noirs qui embaumaient l'air d'un parfum résineux. Pendant que je calibravais le spectromètre, Claire ajustait la caméra haute résolution. Soudain, elle s'exclama, « Regarde ça !» Sur l'écran, la comète se dévoilait, enveloppée d'un halo immense, bien plus vaste que prévu, s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres, presque aussi large que la distance entre Paris et Marseille. Ce halo n'était pas uniforme, des couches, des motifs presque géométriques se dessinaient dans la poussière et le gaz. Je lui lançai un regard amusé, on dirait presque une œuvre d'art abstrait. Un Picasso cosmique, non? Claire éclata de rire. Mais son regard était sérieux. C'est la première fois que je vois une structure aussi organisée dans une coma cométaire. Les heures passèrent, et nous notâmes chaque variation, chaque scintillement. Mais plus étrange encore, la lumière bleue émanant de la comète semblait pulser, comme un cœur battant au rythme lent, mystérieux. Je ne pus m'empêcher de penser, si cette comète était un animal, je parierais qu'elle essaie de nous parler. Le lendemain, lors de la réunion avec l'équipe de l'Institut, les débats furent houleux. Certains restaient campés sur l'idée d'un phénomène naturel, d'autres évoquaient l'impossible, une origine artificielle. Le professeur Dubois, un homme à la barbe grisonnante et aux yeux perçants, lança, « Mes amis, si cette comète est un message, il nous faut être prêts à le recevoir. Mais surtout, il faut savoir à qui nous avons affaire. » Je pris la parole, le problème, c'est que nous n'avons que 2 moments clés, avant et après le périhélie. Et au milieu, rien. 8 jours où Atlas III s'est caché derrière le soleil. C'est là que tout a changé, mais on ne sait pas comment. Claire ajouta, un brin ironique, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur pause, puis changé la chaîne pendant notre absence. Le mystère s'épaississait, mais je sentais une tension palpable dans la salle. Ce n'était pas juste une énigme scientifique. C'était un défi pour notre vision du cosmos, pour notre place dans l'univers. En rentrant ce soir-là, la nuit était tombée tôt sur le village de Saint-Véran. Sous un ciel étoilé, je levai les yeux vers la constellation d'Orion. Quelque part là-haut, Atlas III continuait sa route, solitaire. Et moi, je savais que cette comète bleue ne me laisserait pas en paix. Mais ce n'était que le début. Car au fond de moi, une question brûlait, et si, derrière ce voile de poussière et de mystère, se cachait quelque chose ou quelqu'un qui nous observait en retour? Un bourdonnement discret vibra soudain dans la radio de l'observatoire. Un signal faible, presque imperceptible. Je tendis l'oreille. Était-ce le premier murmure d'une rencontre cosmique? Cette nuit-là, le bourdonnement dans la radio ne cessait pas de me hanter. Installé dans la petite salle de contrôle de l'observatoire, les murs tapissés de cartes stellaires, je scrutais les ondes avec une intensité qui frôlait l'obsession. Claire, toujours aussi élégante, avait troqué son pull pour une chemise en soie bleu marine, laissant entrevoir un collier fin en argent qui captait la faible lumière des écrans. Elle me lança un regard intrigué, « Tu crois qu'on capte un message, ou c'est juste ton café qui fait effet ?» Je souris, mais mon esprit restait tendu. Le signal était ténu, intermittent, mais sa fréquence ne correspondait à aucun bruit naturel connu. C'était comme un écho lointain, un soupir venu des profondeurs de l'espace. J'ai passé des heures à analyser le spectre, à chercher un motif, un rythme, une répétition. Rien n'était clair, mais ce qui était certain, c'est que ce n'était pas du hasard. Le lendemain, à Aix-en-Provence, lors d'un colloque organisé par le CNES, j'ai présenté nos premières observations. La salle était comble, remplie d'astronomes, de physiciens, et même d'un ou deux journalistes venus flairer le scoop. J'ai décrit la trajectoire d'Atlas III, ses anomalies, la mystérieuse lumière bleue, et ce signal étrange. Une dame en tailleur gris, nommée Sophie Lambert, experte en radioastronomie, m'a coupé la parole, « Monsieur Morel, vous proposez que cette comète soit une sorte de sonde technologique ? C'est un saut gigantesque, non ?» Je haussai les épaules, un sourire en coin, « Sophie, dans notre métier, on apprend vite que la nature aime bien nous surprendre. Mais parfois,
la surprise ressemble à une invitation. Et cette fois, l'invitation est écrite en bleu. La discussion s'envenima rapidement, certains détracteurs évoquant la prudence scientifique, d'autres la peur de basculer dans la science-fiction. Mais au fond de moi, je sentais que la clé résidait dans ces images prises par le satellite JUICE, qui devait observer Atlas 3 en novembre. JUICE, avec ses 5 instruments sophistiqués, pourrait révéler la composition exacte, la structure interne, peut-être même détecter une source énergétique inconnue. Après la conférence, je marchais seul dans les ruelles pavées d'Aix, l'air frais du soir chargé des senteurs de lavande et de thym. En levant les yeux, j'aperçus la silhouette élancée d'une femme au long manteau noir, passant sous un réverbère. Elle portait des escarpins vernis qui claquaient sur les pierres anciennes, et un foulard de soie rouge vif flottait au vent, accentuant un mystère presque sensuel. Son regard croisa le mien, et un frisson me parcourut l'échine. Sans un mot, elle disparut dans l'ombre. Je secouai la tête, me disant que mon imagination me jouait des tours. Pourtant, cette rencontre fugace me laissa un goût amer, comme si quelqu'un, quelque part, suivait de près cette affaire. De retour à Saint-Véran, Claire et moi préparions nos prochaines observations. Le mystère de la comète bleue s'épaississait, mais une question fondamentale demeurait, qu'avait-elle fait, pendant ces 8 jours cachés derrière le soleil? Quel secret avait-elle emporté avec elle? Alors que je consultais les données, un nouveau message arriva sur ma boîte mail. Un fichier crypté, sans expéditeur, intitulé « Regardez derrière la lumière ». Mon cœur s'emballa. Était-ce un avertissement? Une provocation? Ou une piste vers une vérité inimaginable? Je décidai de ne pas ouvrir le fichier tout de suite. Parfois, dans ce métier, il faut savoir attendre le bon moment. Mais une chose était sûre, l'histoire d'Atlas 3 venait de prendre une tournure encore plus sombre, plus intense. Et dans le silence de la nuit, alors que les étoiles dansaient au-dessus des montagnes, je me demandais, jusqu'où irions-nous pour découvrir ce que cette comète cherchait à nous révéler? Les jours suivants furent une course contre le temps et le mystère. À l'observatoire de Saint-Véran, l'atmosphère était électrique. Claire avait enfilé une robe noire fluide, légèrement décolletée, subtilement rehaussée par un pendentif en forme d'étoile filante. Ses talons aiguilles claquaient doucement sur le sol en bois, ponctuant chaque pas d'une élégance naturelle qui contrastait avec la tension palpable autour de nous. Elle plaisantait parfois pour alléger l'ambiance, tu sais, avec tout ce bleu, j'ai presque envie de me teindre les cheveux en comète. Je riais, mais mon esprit restait rivé au fichier mystérieux. Finalement, une nuit, seul dans la salle de contrôle, je décidai de l'ouvrir. L'écran s'illumina d'images énigmatiques, des photographies prises en secret lors du passage d'Atlas 3 près de Mars. Des clichés en haute résolution révélant des structures étranges sur la surface de la comète, des formations géométriques, presque architecturales, qui défiaient toute logique naturelle. Je restais figé. Ce n'étaient pas des illusions d'optique ni des artefacts de l'image. C'était réel. Quelque chose, ou quelqu'un, avait façonné cette comète. Le lendemain, je partageais ces images avec Claire. Son regard mêlait fascination et inquiétude, c'est comme si on avait découvert un vaisseau spatial sous forme de roche, caché depuis des milliards d'années. Mais l'émerveillement laissa vite place à la paranoïa. Qui avait envoyé ces images? Pourquoi? Et surtout, à qui devions-nous faire confiance? Étions-nous seuls à détenir ce secret, ou d'autres agences, d'autres puissances, jouaient-elles une partie dont nous ignorions les règles? Un soir, alors que nous analysions les données, la lumière de la pièce vacilla. Une coupure de courant soudaine plongea l'observatoire dans l'obscurité totale. Le silence était lourd, presque oppressant. Claire murmura, on dirait que quelqu'un ne veut pas qu'on aille plus loin. Je sortis une lampe torche et scrutai la nuit à travers la baie vitrée. Les étoiles brillaient, indifférentes à nos inquiétudes. Pourtant, au loin, une forme lumineuse traversa le ciel, plus rapide qu'un avion, plus régulière qu'un satellite. Une traînée bleutée, presque familière. Je sus à cet instant que nous n'étions plus seulement des observateurs. Nous étions devenus acteurs d'un mystère cosmique qui dépassait tout ce que j'avais imaginé. Le lendemain, au journal local de Briançon, une nouvelle fit sensation, un objet non identifié avait été aperçu dans le ciel, exactement au moment de la panne. Les habitants parlaient d'un phénomène lumineux, d'une comète bleue qui semblait les observer. La rumeur enfla, et avec elle, la pression sur nous. Les autorités commencèrent à poser des questions, certaines trop précises, trop insistantes. Je sentais une présence, une force invisible cherchant à contrôler l'histoire, à cacher la vérité.
Mais comment cacher l'inimaginable quand le ciel lui-même semble vouloir parler? Ce soir-là, alors que je fermais les yeux, une pensée obsédante me traversa, et si Atlas III n'était pas qu'un simple corps céleste, mais une clé? Une porte vers quelque chose d'indicible, d'inconnu, peut-être même dangereux. Le bleu de la comète brillait toujours dans mon esprit, plus intense que jamais, comme une promesse ou un avertissement. Et je savais que la prochaine étape allait nous plonger dans l'inconnu le plus total. Les jours qui suivirent, le village de Saint-Véran sembla plonger dans une atmosphère électrique, presque irréelle. Chaque matin, en traversant la place principale pavée, je croisais les regards curieux des habitants, leurs murmures chargés d'inquiétude et de fascination mêlée. Le petit café au coin de la rue, tenu par Madame Fournier, une femme aux épaules larges et au sourire chaleureux, était devenu notre point de ralliement. Ce jour-là, Claire portait un tailleur pantalon gris perle, parfaitement ajusté, tandis que ses escarpins vernis captaient la lumière dorée du soleil levant. Son allure mêlait le sérieux d'une scientifique et la grâce naturelle d'une femme qui sait se faire remarquer sans effort. Assis à une table en bois massif, entre deux tasses de café serrées, nous analysions les dernières données recueillies par JUICE, ce satellite européen qui avait enfin commencé à transmettre ses images de la comète. Les clichés révélaient une surface complexe, parsemée de cratères, de formes angulaires, presque artificielles. Mais ce qui nous frappait le plus, c'était une sorte de pulsation lumineuse, un clignotement régulier qui semblait défier toute explication naturelle. Claire, en jouant distraitement avec un anneau argenté à son doigt, murmura, on dirait un code. Un message codé en lumière. Son regard se posa sur moi, brillant d'une excitation contenue. Si c'est vrai, alors cette comète n'est pas seulement un vestige ancien. C'est une énigme vivante. Je hochai la tête, conscient que chaque découverte nous rapprochait d'une vérité dérangeante. Mais il y avait autre chose. Un sentiment d'urgence, palpable, comme si le temps nous filait entre les doigts. Les autorités, elles, se montraient de plus en plus insistantes. Des agents de la DST étaient venus nous questionner, poliment mais fermement, cherchant à savoir ce que nous savions, ce que nous envisagions. Une nuit, alors que je quittais l'observatoire sous un ciel étoilé, j'entendis des pas précipités derrière moi. Une silhouette féminine se dessina dans l'ombre, vêtue d'un trench coat noir qui soulignait ses courbes avec une élégance mystérieuse. Ses talons résonnaient sur le gravier, et un parfum subtil de jasmin flottait dans l'air frais. Elle s'arrêta à ma hauteur, ses yeux d'un vert profond perçant la nuit. « Monsieur Morel, dit-elle d'une voix douce mais ferme, vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas. Cette comète, elle n'est pas ce que vous croyez. » Je restai sans voix. Qui était-elle? Une envoyée officielle? Une espionne? Ou une messagère d'un autre monde? Avant que je puisse répondre, elle glissa dans ma main une petite clé USB, froide et métallique. Vous y trouverez des informations qui changeront tout. Mais faites attention. Certains secrets doivent rester enfouis. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle disparut dans la nuit. De retour à l'observatoire, Claire et moi branchâmes la clé. Les fichiers contenaient des données cryptées, des schémas complexes, et surtout une série d'enregistrements audio. Des voix, des tonalités, des fréquences étranges, comme un langage codé venu des étoiles. Je sentis le poids de l'inconnu peser sur mes épaules. La comète, cette visiteuse venue d'un autre temps, n'était peut-être pas seulement un objet d'étude. Elle était une porte. Une invitation. Ou un avertissement. Et dans le silence glacé de la nuit alpine, je compris que notre quête venait à peine de commencer. Mais une question brûlait au fond de mon esprit, qui, parmi nous, était prêt à entendre la vérité? Les jours suivants furent marqués par une tension presque palpable. Chaque matin, en franchissant la porte de l'observatoire de Saint-Véran, je sentais le poids du secret que nous portions, Claire et moi. Elle avait troqué son tailleur pour un pull en cachemire bleu nuit, ses boucles d'oreilles en perles capturant la lumière tamisée des écrans. Son regard, habituellement pétillant, était désormais chargé d'une gravité nouvelle. Nous plongions dans les fichiers de la clé USB, déchiffrant patiemment les schémas complexes et les enregistrements sonores. Chaque son, chaque fréquence, semblait porteur d'un message codé, une langue venue d'ailleurs, aussi ancienne que la comète elle-même. Parfois, nous pensions entendre des bribes de mots, des fragments de phrases, mais jamais rien de clair, comme si l'énigme se jouait de nous. Un soir, alors que la neige commençait à recouvrir doucement le toit de l'observatoire, Claire s'assit près de moi, ses doigts effleurant distraitement une mèche rebelle de ses cheveux. « Tu sais, Julien, murmura-t-elle, cette comète, elle est presque humaine. Elle respire,
elle communique, elle vit. Mais elle nous teste. Je hochai la tête, partagée entre fascination et inquiétude. La peur sourde que nous touchions à quelque chose dont nous ne pourrions plus revenir. Puis vint le jour tant attendu, le passage d'Atlas III à son point le plus proche de la Terre, à environ 270 millions de kilomètres. Tous les télescopes majeurs se braquèrent sur elle. À l'Observatoire de Haute-Provence, à l'Institut de mécanique céleste à Paris, chaque image, chaque spectre, était scruté à la loupe. Ce soir-là, dans la salle de contrôle, Claire portait une robe rouge bordeaux, simple mais élégante, dévoilant subtilement ses épaules. Son regard fixé sur l'écran, elle murmura « Regarde ça ». Sur l'image, la comète semblait vibrer, émettre une lumière pulsante d'un bleu éclatant, plus intense que jamais. Mais soudain, une ombre étrange traversa la surface, une silhouette fugace, presque humaine, comme une ombre projetée sur un mur cosmique. Je sentis un frisson glacé me parcourir. Était-ce un reflet? Un artefact? Ou la première preuve tangible que cette comète cachait quelque chose de vivant? Le lendemain, les rumeurs se répandirent. Des témoins dans les Alpes racontèrent avoir vu des lueurs étranges dans le ciel nocturne, des formes mouvantes, des sons inconnus. Certains parlaient même d'une voix, portée par le vent, douce et mélancolique. Mais ce qui me glaça le sang, c'est la disparition soudaine de Claire. Lors d'une sortie nocturne pour vérifier un nouvel instrument, elle ne revint jamais. Son téléphone était éteint, ses affaires abandonnées à la hâte. Je me retrouvais seul, avec la comète, ses mystères, et cette absence qui pesait comme une pierre au fond de mon cœur. Alors que je scrutais le ciel, une pensée obsédante me traversa, et si Claire avait voulu comprendre la comète de trop près? Et si cette lumière bleue n'était pas seulement un signal, mais un piège? Dans le silence de la nuit, je levai les yeux vers les étoiles, le visage baigné par la lueur froide d'Atlas III. La comète poursuivait sa route, implacable et mystérieuse, emportant avec elle des secrets que je n'étais peut-être pas prêt à affronter. Mais une chose était sûre, l'histoire ne faisait que commencer. L'absence de Claire pesait lourd sur mes épaules tandis que les jours s'égrenaient dans le silence glacé de l'observatoire. Sa chaise vide face aux écrans me rappelait chaque instant qu'un morceau de cette énigme s'était envolé avec elle. Je portais ce poids comme une blessure invisible, mêlant inquiétude et une curiosité presque morbide. Un matin brumeux, alors que l'air frais montait des vallées alpines, une enveloppe scellée arriva par courrier recommandé. Pas de timbre, pas d'expéditeur, juste mon nom écrit à l'encre noire. À l'intérieur, un simple message, si tu veux la retrouver, regarde là où le bleu devient nuit. Mon esprit tourbillonnait. Était-ce de Claire? Un message codé envoyé à distance? Ou un piège tendu par une force inconnue? Sans perdre une seconde, je me replongeai dans les données, cherchant un indice parmi les milliers de clichés et de spectres. Puis, alors que je scrutais une séquence d'images capturées pendant le périhélie, mon cœur rata un battement. Dans le halo lumineux d'Atlas III, une forme sombre, presque humaine, semblait émerger. Une silhouette longiligne, floue, mais distincte, comme si la comète elle-même portait une conscience. Cette vision me glaça, mais éveilla aussi une détermination nouvelle. Je décidai de contacter un ancien ami, Luc Moreau, cryptologue de renom, qui travaillait à l'université Grenoble-Alpes. Luc, grand, aux cheveux poivre et sel, toujours vêtu de chemises à carreaux et de jeans usés, avait un sens de l'humour acéré. Si tu veux décrypter un message venu des étoiles, il faut parler le langage de l'inattendu, me lança-t-il en riant lors de notre premier rendez-vous. Avec son aide, nous analysâmes les enregistrements sonores. Peu à peu, des motifs émergèrent, des séquences rythmiques rappelant les battements d'un cœur. Était-ce un signal de vie? Une invitation? Ou un avertissement? Pendant ce temps, les médias s'enflammaient. Des reportages parlaient d'une possible comète vivante, d'autres évoquaient des théories conspirationnistes. Les réseaux sociaux s'emballaient, mélangeant peur, espoir et fascination. Dans les rues de Briançon, les habitants chuchotaient à voix basse, certains regardant le ciel avec une anxiété palpable. Une nuit, alors que je travaillais tard, le téléphone sonna. Une voix féminine, calme et mystérieuse, murmura « Julien, ne fais pas confiance à ceux qui cherchent à cacher la vérité. Claire est plus proche que tu ne le crois. » Le silence s'abattit après ces mots, laissant derrière lui un écho troublant. Je savais que la partie était loin d'être terminée. Atlas III continuait son voyage, emportant avec elle des secrets millénaires. Et moi, au cœur de cette énigme, je sentais que chaque réponse ouvrirait la porte à de nouvelles questions, plus profondes,
plus dangereuse. Alors que l'aube pointait sur les sommets enneigés, je me préparais à plonger encore plus loin dans l'inconnu. Car dans ce bleu mystérieux, dans cette lumière qui défiait le soleil, se cachait une vérité qui pourrait bien changer le destin de l'humanité. Mais pour la découvrir, il me faudrait affronter des ombres que je n'avais jamais imaginées. Les nuits suivantes, le silence de Saint-Véran se fit presque oppressant. Je passais des heures dans la salle de contrôle, entouré d'écrans et de données, tentant de déchiffrer ce que Luc avait commencé à révéler. Claire semblait plus proche, oui, mais dans un état que je ne pouvais pas encore comprendre. La comète Atlas III, avec son halo bleu lumineux, était devenue une énigme vivante, un miroir où se reflétaient nos peurs et nos espoirs. Une nuit, alors que l'horloge affichait minuit passé, une alerte retentit sur le système, un signal inhabituel provenait des ondes émises par la comète. Pas un simple bruit cosmique, mais une série de pulsations régulières, presque musicales, comme une mélodie venue d'un autre temps. Je tendis l'oreille, fasciné et terrifié à la fois. Claire aurait adoré ce moment, je le savais. Son sourire espiègle, son regard brillant de malice et de passion scientifique me manquaient cruellement. Je me surprenais à parler à voix haute, comme si elle était là, tu entends ça? C'est notre comète, notre message. Au même instant, des lumières dans le ciel attirèrent mon attention. Une pluie d'étoiles filantes, mais d'une teinte bleutée, traversait l'horizon. Le spectacle était hypnotique, presque irréel. Je sortis sur le balcon, le souffle coupé, sentant un frisson parcourir mon échine. Le lendemain, les images du satellite JUICE révélèrent une nouvelle surprise, des cristaux de glace, disposés en motifs hexagonaux parfaits, décoraient la surface de la comète. C'était comme si une main invisible avait sculpté cette pierre cosmique avec une précision divine. Je savais que nous étions à la croisée des chemins. Les autorités internationales commençaient à s'intéresser de près à notre travail. Des agents, toujours polis mais insistants, venaient nous rappeler la nécessité de discrétion. Je sentais la pression monter, le poids du secret devenir un fardeau presque insupportable. Un soir, alors que je vérifiais les relevés, mon téléphone vibra. Un message court, anonyme, le bleu est plus qu'une couleur. C'est un portail. Je me laissais tomber dans mon fauteuil, le cœur battant. Était-ce une menace? Une révélation? Ou un appel à l'audace? Dans le calme de la nuit, je regardais une dernière fois vers le ciel. Atlas III poursuivait sa route, majestueuse et silencieuse, emportant avec elle des mystères que nous n'étions pas encore prêts à affronter. Mais une chose était certaine, la comète n'avait pas fini de nous surprendre. Et moi, je savais que pour comprendre, il faudrait franchir des frontières que la science n'avait jamais osé explorer. Le bleu de la comète brillait toujours, plus intense, plus profond, comme un secret prêt à éclater. Et dans ce secret, se cachait peut-être la clé de notre avenir. Mais à quel prix? Les derniers jours d'octobre s'effaçaient doucement, laissant place à un novembre froid et glacial. L'observatoire de Saint-Véran semblait figé dans le temps, enveloppé par le silence blanc de la neige naissante. Ce soir-là, alors que je travaillais seul, une étrange sensation me parcourut l'échine, comme si le vent lui-même portait un message venu d'ailleurs. Claire était toujours absente, son mystère planant au-dessus de moi comme une ombre persistante. Je sentais que la comète Atlas III devenait plus qu'un simple objet céleste, elle était devenue un symbole, un pont entre notre réalité et une vérité que personne n'était prêt à affronter. Soudain, l'écran de contrôle s'illumina d'un bleu intense. Les données affichaient une brusque montée en puissance des émissions électromagnétiques de la comète. Une explosion silencieuse, invisible à l'œil nu, mais décelable par nos instruments. La lumière bleue vibrante semblait s'amplifier, pulser avec une intensité jamais observée auparavant. Au même moment, une vibration sourde parcourut la terre sous mes pieds, imperceptible pour tous sauf pour moi, là, seul dans la nuit. Je levai les yeux vers le ciel, où la comète brillait, majestueuse et terrifiante, comme une sentinelle venue d'un autre temps. Une alerte retentit sur le réseau international d'astronomie, une anomalie détectée dans le champ magnétique terrestre, synchronisée avec le pic d'activité d'Atlas III. Les scientifiques du monde entier s'affolaient, cherchant une explication. Je compris alors l'ampleur de ce que nous avions découvert. La comète n'était pas un simple corps céleste. C'était un vaisseau, une balise, peut-être même une clé ouvrant une porte cosmique. Mais l'ultime révélation vint d'un message intercepté, crypté dans les ondes radio, diffusé à travers l'espace et le temps, nous sommes là. Nous avons toujours été là. Mon cœur s'emballa. Était-ce un contact? Une déclaration?
Ou le prélude à un événement qui allait changer notre existence? Dans le calme assourdissant de la nuit, je sus que la vérité se trouvait au-delà des étoiles, dans ce bleu insondable qui défiait la raison. Et que bientôt, nous devrions choisir, ouvrir la porte, ou la refermer à jamais. Le destin de l'humanité était suspendu à un fil, bleu. Mais qui tiendrait la clé? Et à quel prix? Le mystère d'Atlas III ne faisait que commencer. Et le plus dangereux restait encore à venir. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos et de révélations. Les observatoires du monde entier braquèrent leurs instruments vers Atlas III, tandis que les gouvernements multipliaient les réunions secrètes. À Saint-Véran, l'atmosphère était lourde, presque électrique. Je portais un manteau en laine sombre, crispé, les mains tremblantes non pas de froid, mais d'une tension palpable. Claire restait introuvable, son absence un vide lancinant qui hantait chaque instant. Ce soir-là, alors que la comète poursuivait son lent éloignement du Soleil, une transmission inattendue fut captée par le réseau international, un signal clair, structuré, porteur d'informations. Une séquence complexe de chiffres et de symboles, répétée inlassablement. Une langue inconnue, mais indubitablement intelligible. Les spécialistes travaillèrent sans relâche pour déchiffrer ce message venu des profondeurs du cosmos. Mais ce qu'ils découvrirent dépassa toute imagination, des coordonnées, non pas spatiales, mais temporelles. Un point précis dans le futur, un moment où le mystère d'Atlas III serait dévoilé dans toute sa vérité. Je me tenais là, face à l'écran, le souffle coupé. L'humanité était à l'aube d'une révélation qui pourrait bouleverser notre compréhension du temps, de l'espace, et de notre place dans l'univers. Puis, dans un ultime acte, la comète s'illumina d'un éclat d'un bleu surnaturel, bien plus intense que tout ce que nous avions vu. Une lumière traversa le ciel, comme un appel silencieux lancé à travers les âges. Et alors, tout devint noir. Quand les lumières se rallumèrent, je sus que rien ne serait plus jamais pareil. Le mystère d'Atlas III était loin d'être résolu. Il venait de franchir une frontière, une limite que personne n'aurait osé imaginer. Et moi, au cœur de cette énigme éternelle, je savais qu'il me faudrait revenir, encore et encore, vers ce bleu insondable. Parce que la vérité ne meurt jamais. Elle attend, tapie dans l'ombre, prête à révéler ses secrets au moment où l'univers sera prêt à les entendre. Et cette fois, le voyage ne faisait que commencer.